En juin 1956, la Cour suprême donne raison aux plaignantes de Montgomery, dont Claudette Colvin, et décrète illégale la discrimination dans les bus. Un arrêt qui casse le principe separate but equal. Les réactions sont nombreuses. La NAACP y voit une ouverture pour d'autres procédures. Et surtout, ça montre que la victoire est possible. Il faut rappeler que les États-Unis sont un État fédéral et que les discriminations sont nombreuses au niveau local et très variées. Mais il y a aussi des organisations qui ne veulent pas se laisser faire. Contester les autres discriminations est compliqué et coûteux, la Cour suprême ne pouvant être saisie que suite à une décision judiciaire locale. L'arrêt est rendu public en décembre 1956, mettant un terme au boycott de Montgomery. La victoire à Montgomery marque une multiplication des actions. Martin Luther King imagine plusieurs actions. Au boycott s'ajoutent les sittings et des marches pour les droits civiques. L'idée est de braver les interdits et de remplir les prisons. Le sitting, c'est une action proche de la désobéissance civile de Gandhi, consistant à aller s'asseoir dans un lieu interdit jusqu'à être arrêté par la police. C'est évidemment la médiatisation de l'action, la mécanique des actions non violentes, qui commence par une provocation et finit par soulever l'indignation de l'opinion publique. Parmi les actions menées, celle des Freedom Rides, les voyages de la liberté. Des lignes de bus traversent des frontières entre États américains. Or, certains États continuent d'appliquer la discrimination raciale. En 1960, la Cour suprême déclare illégale la discrimination dans les bus traversant une frontière entre États. Dès 1961, des militants noirs et blancs testent son application. Ils prennent le bus dans un État où la discrimination n'existe pas pour se rendre dans un État où on pratique la discrimination. La réaction est violente, les bus sont attaqués et la police est du côté des racistes. Pneus crevés, bus incendiés, les réactions sont violentes, parfois protégées par la police locale, forçant le ministre de la Justice à intervenir. Le ministre de la Justice, c'est Robert Kennedy, qui demande que les États du Sud respectent le droit fédéral. L'élection surprise et serrée en 1960 de John Kennedy à la présidence a soulevé un immense espoir des Afro-Américains. Il s'était en effet déclaré favorable à l'égalité des droits. Hélas, JFK, maître dans la communication, n'est pas un bon négociateur. Il craint de ne pas disposer d'une majorité au Parlement et sa promesse de campagne tarde à se concrétiser. C'est surtout son frère Robert, son ministre de la Justice, qui se distingue. Il ne ménage pas ses efforts pour que le FBI, la police fédérale, protège les manifestants. Dès 1962, des boycotts sont organisés dans les commerces de la ville de Birmingham, où les discriminations sont nombreuses. La situation se tend. Le commissaire aux affaires publiques de la ville, Eugene Bull Connor, un suprémaciste, s'oppose aux manifestants. En réponse, les activistes appellent Luther King à l'aide et le projet C est mis en place. Avec les mêmes actions, braver les interdits. L'utilisation de mineurs dans les manifestations provoque de vives réactions d'amis de Luther King, qui est arrêté. Incarcéré et critiqué, il rédige en prison sa lettre de Birmingham. Depuis trop longtemps, dit-il, les Noirs entendent le même message. Attendez. Les images de la campagne de Birmingham font le tour du monde. Bill Connor lance des chiens policiers sur les manifestants et ordonne aux pompiers d'utiliser leur lance à eau pour disperser les marcheurs. Il perd les élections au poste de maire. Le monde entier voit les discriminations et la violente réaction de la police. La violence de Birmingham et les tergiversations des politiciens poussent le mouvement à organiser une marche sur Washington. Luther King espère la participation du président Kennedy, allant jusqu'à modifier le titre de la manifestation. Mais Kennedy se dérobera à la dernière minute. Et le 28 août 1963, une foule immense marche à Washington. À la tribune, Luther King s'enflamme dans son fameux discours « I had a dream ». Kennedy assassiné en novembre 1963, c'est son successeur Johnson, plus habile négociateur, qui trouve une majorité au Congrès pour voter les droits civiques. Le 2 juillet 1964, Johnson promulgue le Civil Rights Act, une loi fédérale qui interdit les discriminations. Cette même année, Luther King reçoit le prix Nobel de la paix.
Loin de se mettre en retrait, Martin Luther King passe d'une lutte à l'autre, prenant à cœur de lutter contre la pauvreté. En déplacement à Memphis, pour soutenir des éboueurs en grève, il tient son dernier discours le 3 avril 1968. « J'ai gravi le sommet de la montagne et j'y ai vu la terre promise. Nous n'irons peut-être pas ensemble, mais mes yeux ont vu la grandeur de notre Seigneur. » C'est ces dernières phrases. Le lendemain matin, Martin Luther King est assassiné d'une balle de fusil devant sa chambre d'hôtel. Il avait 39 ans. Facilement retrouvé en Angleterre, où il avait fui, l'assassin présumé de Martin Luther King, James Earl Ray, est arrêté, jugé et condamné. Il niera être le réel assassin de Luther King et meurt en prison en 1998. Beaucoup d'éléments troublants autour de l'assassinat de Luther King font douter de la version officielle. Mais ça, c'est une toute autre histoire.